Au PC de Saint-Denis, une patrouille vient de ramener au poste un conducteur qui a cumulé les infractions. À gauche. Complètement ivre au volant, l'homme a rapidement été repéré par les CRS. Car il a tenté, sous leurs yeux, de s'insérer en marche arrière sur l'autoroute. Les motards l'ont aussitôt interpellé. Donc monsieur, on a procédé au premier souffle. Vous soufflez à 0,86. Il y a des personnes On attend un quart d'heure. Oui. Et là, vous allez ressouffler pour le Il n'y deuxième a souffle. pas de problème. Il n'y a pas de souci. 0,86. Près de 2 grammes d'alcool par litre de sang, soit 4 fois plus que le taux légal. Et cet après-midi, c'est Marc, l'officier de police judiciaire en fonction, qui va s'occuper de cette affaire. Des cas comme celui-là, les CRS en voient tous les 2 jours. Pour conduite sous l'emprise de l'alcool, cet homme risque en théorie 2 ans de prison. Mais ce n'est pas tout. En contrôlant ses papiers, les policiers ont mis le doigt sur un délit d'une toute autre ampleur. Donc cette personne-là, lorsqu'on lui a demandé de présenter ses papiers, en fait, il nous a présenté, à côté de lui, il y a un passeport, une pièce d'identité qui ne correspondent pas du tout à lui. Donc en fait, un passeport d'une autre personne et une pièce d'identité d'une 3e personne encore différente et une carte grise encore d'une 4e autre personne. 3 documents officiels avec 3 identités différentes. Pourtant, l'homme interpellé a bien donné son nom aux policiers. Mais qui est-il vraiment? Quelle est sa véritable identité? Pour le savoir, Marc va tenter de trouver son nom dans un fichier de la police qui répertorie tous les auteurs d'infractions. La personne n'a pas vraiment de pièce d'identité, elle nous déclare une identité verbale. Donc en fait, on va intégrer ce qu'il nous a dit, puis on va voir si le fichier connaît cette personne. Et donc par là, on pourra conclure si oui ou non c'est bien la personne dans nos locaux. Dans quelques secondes, Marc va peut-être savoir si l'homme interpellé a dit la vérité sur son identité. Ah, c'est lui. C'est bon, c'est bien lui. La photo est bien celle de l'homme qui est actuellement dans le bureau d'à côté. Marc n'a plus de doute. Bon bah là, des petites informations intéressantes. Donc il est déjà bien connu de nos services depuis pas mal de temps. Donc notamment pour des faits routiers et également des obtentions indues de documents administratifs. Donc là, ça commence à faire pas mal de choses assez intéressantes qu'on va exploiter par la suite. Obtention indue de documents administratifs. C'est-à-dire que l'homme arrêté ce matin a, dans le passé, obtenu des papiers officiels à partir de fausses déclarations. Les enquêteurs savent désormais à quoi s'en tenir. Et ils espèrent en savoir plus lors de son audition. Quelques heures plus tard, c'est l'équipe du soir qui prend le relais. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je suis l'officier de police judiciaire qui va reprendre votre affaire. Donc je vais vous soumettre à l'éthylomètre afin de savoir si votre taux est descendu et si on peut vous auditionner. Cela fait 6 heures que l'homme est ici. Et il n'a toujours pas été interrogé. Ce soir, c'est Vincent qui est chargé de l'entendre. Un CRS de 36 ans qui est dans le métier depuis 7 ans. Bon, attendez, on va voir si ça a marché. 0,57. Impossible. Malheureusement, toujours trop, monsieur a pratiquement rien perdu. Incroyable. Le taux est encore bien trop élevé pour que l'enquêteur puisse auditionner le mis en cause. Il retourne en cellule. Pour connaître sa version des faits, les policiers vont devoir patienter. Mais ils ne comptent pas s'en tenir là. En attendant, ils vont s'intéresser aux documents présentés par le suspect lors de son arrestation. À qui appartiennent-ils? Pourquoi ne sont-ils plus entre les mains de leurs propriétaires? C'est ce que les enquêteurs vont chercher à savoir. Alors, sans perdre une minute, ils vont exploiter la seule piste qui s'offre à eux pour l'instant, en contactant les individus dont les noms figurent sur les pièces d'identité. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Oui, monsieur, c'est le brigadier de la CRS autoroutière Nouvelle-de-France. Je vous appelle concernant votre pièce d'identité. Le propriétaire de la pièce d'identité est injoignable. Mais le collègue de Vincent va avoir plus de chance avec celui du passeport.
Je vous appelle concernant votre passeport, monsieur. Je voulais savoir si vous l'aviez perdu ou pas. Je l'ai perdu, j'ai perdu tous mes papiers il y a ça pratiquement un mois. J'ai fait une déclaration au commissariat du 10e arrondissement. Une déclaration de perte, hein, vous précisez. Non, de vol. De vol? Ah. Oui, parce que je pense qu'on m'a volé mes papiers dans mon spécial. Ce passeport aurait donc été volé. Quant à la carte grise, D'accord. Et donc, c'est votre véhicule qui a été volé. Il y avait autre chose dans le véhicule? Il y avait d'autres documents ou il n'y avait que votre véhicule? même scénario pour la carte grise. Elle aussi aurait été volée, en même temps que la voiture. Et au fil de la conversation, Vincent va faire une découverte majeure qui va bouleverser l'enquête. Ouais. Ouais, d'accord. Il y a des crédits qui ont été contractés à votre nom? L'homme qui est au téléphone aurait aussi été victime d'une ouverture frauduleuse de crédit. L'enquêteur n'est pas vraiment surpris. Il avait même imaginé ce scénario, car souvent, les vols de papier servent à usurper les identités pour toutes sortes d'escroqueries. Merci, on va tout à l'heure, monsieur. Donc, monsieur, agriculteur, s'est fait voler sa voiture dans le cottage, ainsi que tous ses documents. Donc, et depuis, il lui a été contracté des crédits à la conso de 15 de 15 000 €, et dans une panade pas possible. En quelques minutes, le dossier s'est alourdi. Il y a désormais suspicion d'escroquerie au crédit. Les enquêteurs doivent informer aussitôt le procureur de la République. Je viens de voir avec le procureur, le proc qui va nous délivrer une prolongation de garde à vue et il est en train de voir avec Saint-Denis pour qu'eux reprennent, parce que ça partirait certainement sur une escroquerie. Une escroquerie au crédit. La complexité de l'enquête dépasse désormais les compétences de la CRS. Et qui dit transfert de dossier, dit aussi transfert de suspect. Hop, bougez pas. Alors en fait, on va vous emmener au commissariat de la Plaine Saint-Denis. D'accord? Il est 23 h, la garde à vue a été prolongée. Et vu l'heure tardive, le suspect est emmené à la permanence de nuit du commissariat. Un départ pressé avec un garde à vue pour une liaison au CU la Plaine, c'est reçu. Un gardé à vue, enfin apte à être auditionné. Mais les enquêteurs de Saint-Denis ne l'entendront que le lendemain. En attendant, il va passer sa première nuit en cellule. Le lendemain matin, au commissariat de Saint-Denis. Excuse-moi, ligne de DT Angers. La procédure a atterri entre les mains d'Aline. À 35 ans, cet officier de police judiciaire est chef de groupe au bureau des enquêtes d'initiative. Un ensemble d'enquêteurs chargés des affaires les plus lourdes. On a un dossier qui nous arrive des CRS. Ils ont attrapé un monsieur en défaut de permis. Ce qu'il y a, c'est qu'il était en possession de documents volés, donc carte grise, carte nationale d'identité, passeport, qui ne sont pas à son nom, enfin voilà. Ils se sont fait dessaisir par le parquet à notre profit. Donc je te laisse regarder un peu ce qu'il en est, le prendre en audition. David, le collègue d'Aline, est de permanence ce week-end. Il n'a pas encore lu la procédure, mais c'est un habitué de ce genre de dossier. Bon, un mec trouvé en possession donc de documents lui appartenant pas avec une carte grise volée, à mon avis, ouais, ça sent bien l'escroquerie. 24 heures après son arrestation, le suspect va enfin être entendu. Bonjour. Allez-y, entrez, asseyez-vous. Dès le départ, David a décidé d'aller droit au but en mettant les papiers volés sous les yeux du suspect, afin de le faire réagir. Est-ce que tu connais la provenance de tout ça? Non. S'il te plaît. Concernant le véhicule dans lequel tu as été interpellé, il me semble que c'est une Toyota. Oui. D'accord? Tu peux m'expliquer comment ça se fait que tu étais en possession donc d'une carte grise pour un véhicule de marque Peugeot? Peugeot 306. Non, partenaire. Je sais pas. Tu sais pas. Comment ça se fait que tu es en possession donc d'une carte d'identité au nom d'une personne, mais qui n'est pas toi? La voiture n'est pas moi. D'accord, c'est pas toi sur la C'est photo. pas moi. Concernant le passeport, c'est pas toi non plus sur la photo. De où viennent ces documents?
Ce document, franchement, je peux pas vous dire là où ça vient. Parce que, la voiture ne m'appartient pas. Je ne peux pas vous L'homme dire. prétend ne pas être le propriétaire du véhicule et désigne une vague connaissance qui lui aurait prêté la voiture. Moi, ce monsieur, je l'ai rencontré à Pôle emploi. Quel monsieur? Abdel. Abdel? Oui. Pourtant, plus l'audition progresse, moins l'existence du dénommé Abdel tient la route. Alors il va commencer à perdre patience et faire monter la pression d'un cran. Bon, tu comprends bien qu'à l'issue, on va aller faire une perquisition dans le véhicule, on va aller vérifier certaines choses. Est-ce qu'on va découvrir des choses dans le véhicule, dis-moi? J'ai des courriers, mais la voiture, franchement, je la roule pas. Donc j'ai des courriers dans le véhicule, hein? Oui. On est bien d'accord. Rien à faire. L'homme reste confus dans ses réponses. Alors, Aline va y regarder de plus près. Elle compte détailler chaque nouvel élément, un par un. C'est dans le coffre qu'elle va faire ses plus belles trouvailles. C'est qui, lui? Ça vous dit rien, ce nom? Les enquêteurs viennent de mettre la main sur une demande de crédit dont le nom leur est familier. C'est bizarre, hein? C'est la même identité qui figure sur la pièce d'identité qui est sur mon bureau. Oui, mais je sais pas. Mais... Ah, vous savez pas? Non. Belle prise pour Aline et David. Une fois encore, l'identité volée aurait servi à monter un dossier de crédit frauduleux. L'hypothèse d'un trafic généralisé se confirme. Le lendemain matin, au commissariat de Saint-Denis. La liste des papiers trouvés la veille est impressionnante. Alors David va se lancer dans un véritable jeu de pistes. Il doit classer tous ses documents en fonction de chaque identité volée. Ça va permettre déjà donc de contacter les personnes à qui on a retrouvé donc l'ensemble des pièces d'identité, voir dans quelles circonstances donc elles ont perdu leurs papiers, donc savoir si c'est eux qui sont à l'origine des différents crédits qui ont été contractés. L'après-midi même, Aline a décidé de mettre toute son équipe sur l'affaire. 3 enquêteurs. Sébastien, Marc et Romain. Ils ont l'habitude de travailler ensemble sur les dossiers épineux. L'idéal, c'est de convoquer toutes les victimes pour recueillir tous les dépôts de plainte. Pour ne pas perdre de temps, les policiers recherchent aussitôt sur un annuaire en ligne tous les numéros de téléphone correspondant aux identités volées afin de contacter les victimes immédiatement. Quelques heures plus tard, les premières victimes arrivent au commissariat pour être entendues. Je vous présente des documents, vous allez me dire ce que vous reconnaissez. Ah, mon permis, génial. Alors, mon permis, mon passeport. C'est bien votre passeport? Ouais. D'après cet homme, aucun doute. Ces papiers sont bien les siens. Aline va alors lui présenter d'autres documents à son nom. Et là, les choses se compliquent. Est-ce que vous reconnaissez ces fiches de paye? Non. D'accord. Je travaille à la mairie de Paris. D'accord. Vous n'avez jamais travaillé pour cette société? Pas du tout. Ce n'est pas votre salaire? Je sais pas bien. Oui, Non, moi non. aussi, hein. Non. Même verdict pour l'avis d'imposition. Non plus. Si ces documents ne sont pas à la victime, d'où proviennent-ils? Tout porte à croire qu'il s'agit de faux, qui auraient été créés de toutes pièces pour contracter des crédits. Et justement, l'homme a apporté un papier qui l'intrigue. J'ai un rejet bancaire. Voilà. Et ça me dit rien. Le crédit mutuel enseignant, ça me parle pas. J'ai des crédits, mais celui-là ne m'appartient pas. Un rejet bancaire. L'homme a commencé à avoir des soucis avec sa banque sans rien y comprendre. Mais tout à coup, tout s'éclaire. Visiblement, son identité aurait été usurpée pour obtenir un crédit. Vous voyez ce qui arrivait derrière? Ah, super. Voilà. Génial. Vous êtes l'heureux détenteur d'un contrat. Qui vous donne droit à la modique somme de 6 500 €. Bon, Voilà. merci. Au revoir. Tout l'après-midi, les victimes vont défiler dans les bureaux du commissariat de Saint-Denis. Bonjour. Avec moi, s'il vous plaît. Et au fil des auditions,
le mode opératoire se confirme. Des pièces d'identité volées, des fiches de paye et des avis d'imposition entièrement factices. Même le nom des entreprises a été inventé. Alors, comme on l'a retrouvé dans le véhicule lors de la fouille, divers papiers de l'organisme Sofinco, Cofidis, etc., on va leur envoyer une réquisition. Alors la réquisition, c'est une demande officielle de la police, pour savoir s'il y a eu des demandes de crédit ou des crédits acceptés au nom de l'ensemble des victimes. Une démarche qui devrait permettre aux policiers de découvrir l'importance des sommes engagées, le nombre de crédits contractés au nom des victimes. Mais pas seulement. Donc après, Sofinco va nous répondre si des crédits ont été contractés. Ils vont nous dire également sur quel compte a été versé l'argent. De là, il faudra qu'on renvoie des réquisitions aux banques pour savoir à qui appartient les comptes sur lesquels ont été versés l'argent. Objectif des enquêteurs, remonter ainsi jusqu'aux bénéficiaires des crédits, des complices potentiels du mis en cause. Mais avant d'avoir une réponse des organismes contactés, Aline et son équipe vont devoir patienter plusieurs jours. En attendant, pour faire avancer l'enquête, ils ont décidé de perquisitionner le logement du suspect en espérant y découvrir de nouveaux éléments. Le lendemain soir, à Saint-Denis, Aline est prête à partir en intervention avec 2 de ses collègues. Les enquêteurs disposent d'une adresse, celle que le mis en cause a lui-même donnée au début de sa garde à vue. Une adresse qui correspond aussi à celle qui figure dans les fichiers de la police, relevée lors de 2 affaires précédentes où l'homme était impliqué. De plus, l'équipe d'Aline dispose de plusieurs clés, retrouvées, souvenez-vous, lors de la perquisition de la voiture du suspect. Et notamment ce trousseau qu'il avait désigné comme étant celui de son domicile. L'homme vivrait à Paris, dans le 19e arrondissement, chez sa petite amie. Mais vu le profil du suspect, difficile de savoir s'il a dit vrai. C'est pas encore sûr que c'est son appart. Attends, on a au moins 2 PV où il déclare qu'il habite avec madame à Paris, rue d'accord. Donc on a tout pour croire que c'est son domicile, clairement. Et Aline va bientôt savoir si son intuition est la bonne. Parce que j'aimerais bien que ce soit ses clés. Une fois sur place, personne. Alors les policiers vont aussitôt vérifier s'il s'agit de la bonne clé. Celle-ci n'est pas la bonne, alors Aline tente sa chance avec le 2e trousseau. Bon. Rien à faire, aucune clé ne marche. Mais heureusement, les gardiens de l'immeuble ne sont pas loin. Les enquêteurs vont tenter d'obtenir le numéro de téléphone de la petite amie du suspect. Vous auriez ses coordonnées à madame au niveau de son contrat de location, elle n'a pas fourni les coordonnées? Les gardiens, je peux regarder. S'il vous plaît, il faudrait qu'on essaye de la contacter. Et en quelques minutes, les recherches du concierge vont porter leurs fruits. Les policiers obtiennent le contact de la locataire et lui téléphonent. Oui, bonjour madame, la police de Saint-Denis à l'appareil. La police de Saint-Denis, voilà. Vous êtes la compagne de monsieur, Voilà, tout à fait. Vous pouvez être chez vous dans combien de temps, là? Bah, ça serait dommage qu'on me casse la porte, madame. Je préfère que vous arriviez gentiment et puis... Au bout du fil, la compagne du suspect n'a pas le choix. Elle est sommée de rentrer chez elle le plus rapidement possible. Et à peine une demi-heure plus tard, Bonjour madame. elle arrive, accompagnée de 2 enfants. Bonjour les enfants. Attendez juste une seconde, oui. Si vous voulez bien, je vais rentrer avec vous. C'est la chambre que vous partagez avec vos enfants? Les affaires de monsieur... J'ai tout jeté au dehors. Quand je l'ai mis, j'apprends que mon copain que je suis avec lui depuis 8 ans, il me trompe avec quelqu'un d'autre. Comment elle s'appelle? Je connais pas. Comment vous voulez que je sais comment elle s'appelle, la fille?
Ça m'intéresse pas, moi. Je suis désolée, on va devoir fouiller. Non, mais allez-y, il n'y a pas de souci. Restez avec nous, madame, pour assister à la perquisition quand même. Dommage. Le mis en cause ne vivrait plus ici depuis plusieurs semaines. Mais les policiers vont tout de même se lancer à la recherche d'indices. Notamment parmi les papiers et les factures de la jeune femme. Ils vont chercher à recueillir un maximum d'informations sur le suspect. Vous êtes la maman de ces deux fils, on est d'accord? Non, je suis pas la maman des... Je suis les bêtes, mec. C'est vous qui voulez les garder, les Ouais, depuis, j'ai dit, il fallait quelqu'un pour aller les récupérer à l'école. Ces deux enfants seraient donc bien ceux du suspect. Alors, Aline pense que la jeune femme doit savoir où son ex-compagnon habite actuellement. Juste, dites-moi les clés. Celui-là, je connais pas. Non. Celui-là, oui. C'est lesquels? Je crois là où il habite, oui. Là, il habite où? Bah, il m'a dit qu'il habite chez un de ses amis. Donc la dernière fois, je l'ai vu, on a parlé et tout. Bah, je sais qu'il avait cette clé-là. Parce que c'est moi-même qui lui ai offert ça. D'accord, très bien. Est-ce que vous savez où cet ami habite? Ouais, c'est au budget. Fin de la perquisition. Les enquêteurs n'ont trouvé aucun papier en lien avec leur affaire d'escroquerie au crédit. Mais ils repartent avec une information importante. L'homme qu'ils recherchent vivrait au Bourget. Le lendemain matin, dans les bureaux du commissariat, les enquêteurs ont décidé d'éplucher à nouveau tous les documents du dossier. Ils vont les scruter minutieusement, un à un, à la recherche d'un détail ou d'une information qui leur aurait échappé. Et au bout d'un moment, quelque chose attire leur attention. Une adresse au Bourget est bizarrement mentionnée à plusieurs reprises. C'est une adresse qu'on retrouve sur plusieurs documents de victimes. Il domicilie ses victimes à cette adresse. Ça doit être un truc du genre, il doit habiter là, il doit mettre le nom des victimes sur les boîtes aux lettres, comme ça il reçoit les documents, les crédits, etc. Voilà, donc il faut qu'on appelle encore l'école de ses enfants, savoir où il habite exactement dans cette résidence. Car la veille, lors de la perquisition dans le 19e arrondissement, la jeune femme avait indiqué aux policiers l'école où elle allait chercher les deux enfants du suspect. Oui, bonjour madame. Dites-moi, est-ce que par hasard, dans votre cas, vous avez un enfant qui s'appelle... Ah. La maman et le papa, ils vivent plus ensemble, alors les deux, papa et maman. Ils ne sont plus ensemble. Le papa habite, je crois, il me semble qu'il est hébergé. D'accord. Vous n'avez pas plus de renseignements sur ce truc? C'est pas hébergé par monsieur Intel? Non, c'est pas marqué. D'accord. Précisé. D'accord. Coup de chance, il s'agit bien de la même adresse. Désormais, les enquêteurs en sont convaincus, c'est bien le domicile de leur suspect. C'est parti. Sans plus attendre, Sébastien et Romain décident de se rendre sur place. On cherche un monsieur qui vit ici, vous savez pas où... Monsieur? Oui. Les policiers croisent des résidents et ils vont aller droit au but en leur montrant une photo du suspect. Quelque chose, son visage. Oui, on va aller voir au bâtiment. C'est à côté de chez moi. Par chance, cette dame est justement une de ses voisines et elle va mener les policiers tout droit à son logement. Derrière la porte, personne ne répond. Et pourtant, les enquêteurs entendent des bruits dans l'appartement. On va appeler un serrurier ou on va défoncer la porte. Alors soit vous ouvrez, soit on défonce tout. Et sous la menace, la porte s'ouvre enfin. La police. On vient faire une perquisition. C'est une femme qui accueille les policiers. Il y a du monde chez vous? J'ai toutes les pièces là-bas. Premier réflexe, s'assurer qu'elle est bien seule dans l'appartement. Clair? Ouais. L'appartement est vide, alors les enquêteurs vont s'intéresser de près à la jeune femme présente ce matin. Connaîtrait-elle le suspect sur lequel ils enquêtent? Moi, je ne vis pas ici. Vous n'habitez pas ici?
Vous n'étiez pas ici, mais vous êtes ici, c'est bizarre. Qui est-ce qui vous donne les clés d'ici? Celui qui m'a donné les clés d'ici, il n'est pas là. Oui, comment il s'appelle? Son prénom ou son nom? Juste son prénom, monsieur. Son nom. D'accord. La jeune femme vient de donner le prénom du suspect aux enquêteurs. Plus aucun doute, cet appartement est bien le sien, alors ils décident de le fouiller de fond en comble. Ça, c'est pas trop intéressant. Il y a bien des documents bancaires au nom du suspect, mais rien qui semble concerner l'affaire en cours. Alors les policiers repartent. Mais avant de quitter les lieux, par acquis de conscience, ils vont vérifier la boîte aux lettres. Un bon réflexe d'enquêteur qui va tout changer. Car contre toute attente, le suspect a fait une grossière erreur. Regarde, c'est lui qui a envoyé ça. Romain a entre les mains une lettre expédiée par le suspect lui-même, depuis la prison où il est actuellement en détention provisoire. Et cette lettre, envoyée à son adresse, est bizarrement destinée à un certain Sylvain. Un prénom qui, vous allez le voir, va refaire parler de lui à maintes reprises dans cette affaire. De retour au commissariat, Romain va se pencher sur ce courrier trouvé dans la boîte aux lettres du suspect. Un élément qui promet d'apporter aux enquêteurs des informations importantes. Et quand il a ouvert l'enveloppe, le policier n'a pas été déçu. Il s'envoie un courrier qui est adressé à un qu'on n'a pas encore identifié, mais ça viendra peut-être, où il demande de cacher et mettre en lieu sûr des documents qui l'incrimineraient dans ce trafic. La lettre est explicite. Le suspect cherche à faire disparaître des preuves de son trafic. Et il demande à ce fameux Sylvain, un complice sans doute, de faire le ménage. Ainsi on peut lire « Enlève tout ce qui peut te compromettre, parce qu'on ne sait jamais. » Et quelques lignes plus loin, le mis en cause se montre encore plus clair dans ses instructions. Et aussi tous les papiers me concernant sur la table du salon, dans les classeurs. Mets tout ça dans le sac rouge, chez quelqu'un, loin et sûr. Cette lettre est un élément à charge accablant contre le suspect. Et son alibi majeur, l'existence d'un certain Abdel qui serait responsable de tout, a du plomb dans l'aile. En envoyant ce courrier, le suspect a offert aux policiers une pièce maîtresse pour faire avancer l'enquête. Dans ce document, en fait, ça c'est une aubaine pour nous. Ça prouve bien qu'il est vraiment très impliqué dans les escroqueries, en fait. Donc là, il ne peut pas dire qu'il est innocent, qu'il est manipulé, alors que là, il cherche clairement à dissimuler des preuves. Malheureusement, le suspect s'est inquiété pour rien, car son complice présumé avait déjà tout prévu. L'appartement avait été entièrement nettoyé avant le passage des enquêteurs. Assurément, cet homme n'agit pas seul. On n'a pas trouvé d'ordinateur ni ses classeurs qui désignent dans son courrier, donc le ménage a bien été fait avant qu'on arrive. De toute façon, une escroquerie, ça se monte pas tout seul, il faut des complices, c'est toute une organisation, toute une logistique, et sans ça, ça mène à rien. Les enquêteurs ne sont donc plus sur la trace d'un seul homme, mais de deux. Mais qui est ce dénommé Sylvain, à qui la lettre était destinée? Et au-delà de ces deux hommes, n'y aurait-il pas d'autres complices? En réalité, les policiers ne vont pas tarder à découvrir qu'ils ont affaire à un vaste réseau d'escroqueries parfaitement organisé et que les sommes d'argent en jeu sont considérables. Quelques jours plus tard, les enquêteurs disposent enfin des réponses à leurs réquisitions auprès des organismes de crédit. Des réponses qui vont permettre de donner un coup d'accélérateur à l'enquête. Les organismes de crédit nous ont donné les dossiers qu'ils ont reçus, avec en l'occurrence les RIB sur lesquels ils ont viré l'argent. Et grâce à ces RIB, les enquêteurs ont pu demander aux banques quels étaient les véritables titulaires des comptes concernés, et donc les vrais bénéficiaires des crédits contractés. Et voilà comment ça se passe.
Donc ça, c'est l'exemplaire du RIB qu'a reçu l'organisme de crédit. Numéro, etc., avec le nom d'une victime, qui est une victime référencée dans le dossier. Voilà. Et ça, c'est en fait le vrai RIB sur lequel a été viré l'argent. Donc on peut constater que c'est le même numéro de compte, même établissement, etc. Il y a juste le nom qui a été falsifié pour que la banque ne se doute pas qu'il versait l'argent à quelqu'un d'autre. Ce sont désormais ces individus qui ont directement reçu l'argent des crédits qui vont intéresser les enquêteurs. Dès le lendemain, les policiers ont prévu d'interroger les bénéficiaires des crédits. À ce stade de l'enquête, les personnes vont être entendues comme simples témoins. Et Aline compte bien avoir de nouvelles clés dès la première audition pour comprendre comment est organisé ce réseau d'escroquerie. C'est important parce que c'est la première qu'on ait, donc si on pouvait être un peu plus éclairé sur le mode opératoire, ce serait pas mal. Allez, c'est parti. Les enquêteurs le savent, la première femme convoquée aujourd'hui a touché 5 000 € sur son compte d'un organisme de crédit. Mademoiselle, vous pouvez me suivre. Aline dispose de tous ses relevés bancaires. Elle se sent donc en position de force pour cette audition. Et elle va en jouer dès le début pour mettre la femme sous pression. Alors, dites-moi, à votre avis, qu'est-ce que vous faites là? J'aimerais savoir justement ce que je fais là. Mettez-vous à l'aise si vous voulez enlever votre manteau. Merci beaucoup. On en a pour un petit moment. Habilement, dès le départ, l'enquêtrice laisse entendre qu'elle sait des choses sur son interlocutrice. Pour Aline, c'est une technique d'interrogatoire qui permet généralement de délier les langues. Vos comptes en banque ont été bloqués, pourquoi? Je sais pas. Vous savez pas? Bah non, moi, enfin, j'ai appelé pour demander pourquoi et on m'a dit que j'avais reçu un virement, je sais pas trop quoi, et que ça a été bloqué. C'est quoi le virement que vous avez reçu sur votre compte? Je reçois pas mal de virements de personnes. De grosses sommes. De personnes. Donc une grosse somme en particulier? Et peu à peu, Aline se met à intimider la jeune femme. C'est-à-dire? Bon, soit clairement vous me dites d'où est-ce que vous tirez l'argent que vous avez sur votre compte en banque, soit je vous place en garde à vue. Cette fois, la menace est claire. Aline n'a pas l'intention de perdre son temps. Et la méthode est efficace. La complice présumée va soudain devenir un peu plus loquace. Elle va se lancer dans une explication surprenante. Effectivement, je connaissais quelques personnes qui m'ont, disons, versé un peu d'argent, c'est vrai. Comment? Pour Pourquoi? pouvoir m'aider. Comme, bon, certaines filles, effectivement, j'abuse de mes charmes. Et c'est vrai que certaines personnes me versent de l'argent, effectivement, pour pouvoir m'aider, payer mon loyer, mes affaires, machin. Donc en fait, comment ça se passe en échange de vos charmes? Vous leur filez un RIB? Bah oui. S'il vous plaît, par pitié, ne nous insultez pas. D'accord? Je vous insulte pas. Mais si, vous nous dites simplement ce que vous avez fait, on le note, je reconnais les faits, je suis désolée, j'ai pas pensé à... Je voulais juste survivre. Enfin voilà, il y a plein d'explications possibles. D'accord? Ok. Alors on reprend à zéro. À bout de nerfs, la jeune femme va alors se mettre à table. Ça va aller, t'inquiète pas. J'ai demandé à ce qu'on fasse un crédit pour moi, effectivement, étant donné que je suis un peu dans la mouise. Premier aveu, cette femme reconnaît enfin avoir obtenu un crédit à l'aide d'une tierce personne. Reste à savoir s'il s'agit bien du suspect. D'accord, t'as demandé à qui? Un client, moi. Enfin bon, c'est comme ça qu'il m'a dit qu'il s'appelait. On peut essayer. Oui, c'est bien l'homme en question. La jeune femme vient de donner le prénom du mis en cause et elle l'a reconnu sur photo. Elle confirme donc les soupçons d'Aline. Alors maintenant, l'enquêtrice voudrait en savoir plus sur la façon de procéder du suspect pour mettre au point ses escroqueries. Ouais. Donc comment il a fait? Je sais pas du tout. J'ai ouvert le compte, après je lui ai donné la carte. Et après il s'est débrouillé avec ça pour faire ce qu'il avait à faire. Le reste, je sais pas du tout. Il me contactait une fois que le crédit était accepté.
Et après, j'allais retirer une certaine somme d'argent, donc ça pouvait aller de 1000, ça dépendait, 1000 ou 300 ou 800, enfin voilà, pas au-dessus du plafond. Pour recruter ses complices, l'escroc présumé ferait donc miroiter des promesses d'argent facile. Ces derniers n'auraient alors qu'une chose à faire, ouvrir un compte en banque et donner leur RIB aux suspects. En contrepartie, il leur proposerait une commission. T'en profites, tu touches un pourcentage? Petit. Vas-y, mettons sur 5 000 €. 10%? Ouais, c'est peu. Face à tous ces détails, Aline se méfie. Elle voudrait s'assurer que la femme ne ment pas. Alors elle va lui tendre un piège concernant ses rencontres supposées avec le suspect. C'est quand la dernière fois que tu l'as vu? Quand est-ce que la dernière fois que je l'ai vu? Il y a peut-être une semaine. Jeudi dernier. D'accord, ok. À quelle occasion? Pour retirer de l'argent. Ce mec-là, ça fait 8 jours que tu l'as vu. Bah, en tout cas, c'est pas lui, il lui ressemble. Quel aplomb, merveilleux. Merveilleux! Il est en prison, banane. Je me demande bien comment t'as fait pour le voir il y a 8 jours. Mais quel aplomb! T'es incroyable. La jeune femme a encore menti. Mais son récit est-il inventé de toutes pièces ou a-t-elle réellement rencontré quelqu'un? Acculée, elle fait volte-face. Excusez-moi, est-ce que je peux retirer ce que j'ai dit quand j'ai dit que je l'avais vu il y a 8 jours? J'ai vu une personne qui m'a dit qu'il était en prison, oui, effectivement. C'est cette personne-là que j'ai vue il y a 8 jours. C'est qui? Ça devait être son compère, j'ai pas cherché à Allez, savoir. c'est qui? Je ne sais pas, je ne connais pas, on m'a juste dit, la personne elle est en prison, c'est tout. Face à cette nouvelle version, Aline va mettre la jeune femme à l'épreuve. Elle va lui demander de contacter l'homme, un complice supposé. Appelle et demande. Joue-la à l'ancienne. Et pour pouvoir tout entendre de cette conversation, elle lui fait mettre le haut-parleur. Allô? Oui, Oui, c'est qui au téléphone? je sais pas. J'appelle ou pas. J'appelle pour savoir à qui appartient ce numéro. Qui est le nom de la personne. Je connais pas. Donc là, en gros, il te connaît bien et il sait très bien que tu peux pas parler et c'est pour ça que tu te mets à trembler comme une feuille. Alors c'est qui? Dépêche-toi. Dépêche-toi là. Ça doit être son... Pas son... C'est qui? Pas son collègue. C'est qui? Mais je sais pas, je connais C'est pas. qui? Aline sent qu'elle est proche du but. Alors elle va pousser la femme dans ses derniers retranchements, en prenant un ton plus agressif. C'est qui? Car elle sait bien que dans ce genre de situation, la technique a fait ses preuves. Tu m'as menti du début à la fin, donc dépêche-toi. Je vous ai pas menti du tout. Bien sûr que si. C'est qui? Je sais juste qu'il s'appelle... Voilà, ça c'est sûr. Après le reste, je sais pas. La femme craque enfin. Elle vient de lâcher le prénom de Sylvain. Allez, on a fini. Aline a obtenu ce qu'elle voulait, la confirmation du rôle d'un deuxième homme dans cette affaire d'escroquerie. Manifestement, la femme n'en dira pas plus. Les auditions vont s'enchaîner pendant 3 jours dans ce bureau pour entendre les 11 complices présumés. 11 témoignages différents, mais qui racontent à chaque fois un seul mode opératoire. Il a dit qu'il allait mettre l'argent sur le compte. Alors, on m'a dit que j'allais recevoir de l'argent sur mon compte et que quoi alors? C'était quoi la contrepartie? C'était contre quoi? Il a dit, mais est-ce que tu as vu l'argent? J'ai dit oui, j'ai vu l'argent. Il a dit, mais tu prends quelque chose, tu m'emmènes le reste. D'accord. En mettant à disposition leur compte en banque, les complices sont en réalité le dernier maillon de la chaîne de ce système d'escroquerie. Et les enquêteurs ne vont pas tarder à s'apercevoir que pour la plupart, ils ont en fait un profil de victime. Le suspect a manifestement essayé d'embrouiller ses soi-disant complices, car il a omis de leur dire qu'ils allaient se retrouver contraints de rembourser le prêt avec leurs propres deniers. Le suspect a clairement abusé de la naïveté de cette femme dans la précarité. Marc va alors tenter de profiter de sa désillusion pour lui soutirer d'autres informations précieuses. Vous connaissez un petit peu les anecdotes de... Est-ce qu'il n'y a pas des prénoms, des noms qui viennent comme ça, spontanément? Vas-y, je prends tout.
Ouais, d'accord. Sans hésiter, cette femme vient de mentionner le prénom de Sylvain. Cette fois, Marc n'a plus aucun doute quant à son implication dans l'affaire. En larmes, elle craque, manifestement terrorisée à l'idée de révéler l'identité de Sylvain. Elle n'ose même pas prononcer son nom. Alors, elle finit par l'écrire sur un simple bout de papier. C'est ça son nom de famille? Ça, vous êtes sûr à 100% que c'est ça? D'accord. Enfin, une identité complète. Marc vient d'obtenir un élément essentiel pour son enquête. Eh ben, je vous libère, c'est tout bon. Je vous remercie d'être venu. Voilà. Et sans attendre, il va tenter d'en savoir plus sur cet individu, grâce au fichier de traitement des procédures judiciaires. Donc là, on va regarder dans notre fichier si ce nom de famille et ce prénom associé sont connus. Alors, effectivement, il y a bien un qui est connu avec ce nom de famille. Un visage. Pour la première fois depuis le début de l'enquête, les enquêteurs ont clairement identifié le principal complice du mis en cause, le deuxième homme qui serait à la tête des escroqueries. Un nouveau visage dans cette affaire. Mais contrairement au suspect principal, ses antécédents judiciaires sont minces, car il est seulement connu pour séjour illégal sur le territoire français. Désormais, les choses sont claires aux yeux des enquêteurs. Les 11 individus qui ont ouvert des comptes pour réceptionner l'argent des prêts n'ont plus le statut de complice dans cette affaire. Mais il s'agit bien de victimes, contraintes de rembourser des crédits qu'elles n'ont pas touchés en intégralité. Là, la chance qu'on a eue, c'est que les collègues, sur un simple contrôle routier, aient retrouvé tous les papiers. Là. C'est tellement bien huilé, c'est tellement bien dissimulé qu'on peut pas, si on n'a pas un coup de bol au départ, hein, si on trouve pas tous les faux documents, enfin tous les documents volés dans le véhicule, on remonte jamais sur une affaire d'escroquerie de cette envergure, jamais. Voilà. Même si l'équipe d'Aline est parvenue à démasquer ce vaste réseau d'escroqueries, elle doit maintenant localiser le deuxième homme. Le fameux Sylvain, pour l'instant introuvable. Et pour remonter jusqu'à lui, les enquêteurs ont désormais une piste. Une adresse, figurant sur le fichier de ses antécédents judiciaires. Une adresse en région parisienne. Alors, dès le lendemain à l'aube, ils comptent se rendre sur place pour tenter de l'interpeller. « 6 heures du matin, au commissariat de Saint-Denis. Le soleil n'est pas encore levé, mais pour les enquêteurs, c'est l'heure idéale pour cueillir un suspect en plein sommeil. PGR 82, équipage BUI à 0+5, on se transporte aux 3 rues pour interpellation. Les policiers ont de sérieux doutes, car il se pourrait bien que l'homme qu'ils recherchent ait été alerté. Ça serait dommage qu'on n'ait pas... Après, je suis un petit peu sceptique sur le fait qu'il soit là, qu'il soit resté encore en France. Le nommé c'est qu'il est recherché, donc je pense qu'il a peut-être pris la fuite. On verra bien. Et une fois sur place, les 4 enquêteurs se dirigent aussitôt vers l'appartement de leur deuxième suspect. Ouvrez, police! Aucune réponse et pas un bruit à l'étage. Après 2 tentatives, les enquêteurs se décident à faire intervenir un serrurier. Un quart d'heure plus tard, le serrurier arrive pour assister les enquêteurs. Et la porte ne va pas lui résister bien longtemps. Parfait, bravo messieurs. Merci. La porte s'ouvre enfin, les policiers peuvent entrer. Dans quelques secondes, ils seront fixés. Ce sera très rapide comme visite domiciliaire. Effectivement. Il n'y a que 2 pièces et l'appartement est vide. Ni individu, ni mobilier. Ce logement n'a pas vraiment l'allure d'une habitation. Pour les enquêteurs, il s'agirait plutôt d'une adresse de repli, utilisée comme boîte postale. Allez, go.
Ok, bah merci bien, bonne journée. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils mettront la main sur Sylvain. Le soir même, Marc et Aline ont reçu l'autorisation d'extraire le suspect de prison pour pouvoir l'entendre. Tu conduis? Ouais. Direction le centre pénitentiaire de Meaux, où il est incarcéré. Car l'homme vient d'être condamné à 3 mois de prison ferme pour conduite sous l'emprise de l'alcool et défaut de permis. La maison d'arrêt est à 45 minutes de route. L'opération ne prendra que quelques instants. Donc votre garde à vue commence à partir de 19h, là, heure de votre extraction de prison. D'accord? Pour une durée de 24 heures pour les faits d'escroc. Ok? D'accord. Allez, c'est tout bon. Après plus d'1 mois d'enquête, c'est l'heure de vérité pour Aline et son équipe. Ils vont enfin pouvoir confronter le suspect aux preuves accumulées contre lui dans ce dossier. Le lendemain matin, c'est l'interrogatoire de la dernière chance. Et c'est Marc qui va le mener. Allez-vous. On va revenir un petit peu sur l'interpellation du 6 décembre. La voiture dans laquelle vous étiez, à qui elle appartient? Elle appartient à un ami. D'accord, qui s'appelle comment? Abdel. Abdel. Sans surprise, et pour la énième fois, le suspect désigne le dénommé Abdel. Mais dans l'enquête, tout porte à croire qu'il n'existe pas. Pourtant, Marc va entrer dans son jeu. Le suspect désigne Abdel comme étant à la tête de l'escroquerie. Il aurait même obtenu un crédit grâce à lui. Comment il a su sur quel compte verser l'argent? Je lui ai donné mon identité, après il m'a demandé mon RIB. Moi je ne savais pas, oui, je lui ai donné mon RIB. Donc c'est avec les RIB, qui fait un petit peu l'escroquerie, c'est ça? Voilà. Le mode opératoire, décrit par le suspect, correspond exactement à celui révélé par les complices manipulés. Des complices qui ont bien affirmé avoir eu affaire à lui et non à un certain Abdel. Est-ce que vous avez déjà, je sais pas, vous l'avez déjà accompagné dans ses tournées pour ramasser des RIB? Oui. Ah. Combien de fois, où, comment? Une fois ou deux. Une fois il m'a demandé si je connaissais quelqu'un qui voulait recevoir de l'argent, si je connaissais quelqu'un qui pourrait lui donner son RIB. Enfin une amorce d'aveu. Pour la première fois depuis le début de l'enquête, le suspect reconnaît avoir eu un rôle dans l'affaire, mais un simple rôle d'intermédiaire. Alors, Marc va tenter de le faire aller plus loin. Tout cela gratuitement, bien sûr. Abdel ne t'a rien donné. Après, il me donne quelque chose. Ah! Alors, est-ce que Abdel vous a payé pour avoir ce RIB? Non. Tu viens de me dire oui, hein? Oui, mais c'est pas genre, tiens le RIB, oui. Tiens l'argent, non. D'accord. En fait, il me donne de l'argent que si le crédit est accepté, c'est ça? Voilà. Le suspect ne le sait pas encore, mais il vient de donner à l'enquêteur un moyen de le coincer. Comment expliquez-vous que, au moins, sur les 15 personnes, il y en a au moins 6 ou 7 qui disent que ça, voilà, c'est vous qui ramassez les RIB, d'accord? Les crédits sont accordés et les personnes vous ont remis en main propre un pourcentage de l'argent. Face aux incohérences de ces déclarations, le suspect va-t-il encore trouver une parade pour se dédouaner? Déjà. Les personnes que peut-être sûrement vous avez auditionnées, c'est moi qui les connaissais. Donc ils me remettaient de l'argent, souvent pour donner voilà, Abdel. Je n'ai pas compris. Donc en fait, ils vous donnaient de l'argent à vous. Et vous, vous redonnez l'argent à Abdel, c'est ça? Oui. D'accord. Non, mais est-ce que tout à l'heure, c'était que Abdel qui vous payait sur ça? Oui, mais quand il me donne de l'argent, je donne à Abdel. Non, mais tout à l'heure, j'ai bien demandé, est-ce que c'est toujours bien Abdel qui vous paye? Vous m'avez dit oui. Pour Marc, c'est le moment ou jamais de faire tomber l'alibi du suspect. Est-ce qu'au bout d'un moment, est-ce que tu crois que dans une heure, on aura enlevé ce Abdel ou pas? Parce que tout ça, on a auditionné 15, personne nous parle d'Abdel. Hein. On est grand. Est-ce que monsieur Abdel existe? Répondez. Moi, je connais la réponse. Je pense que la procédure l'a montré aussi. Est-ce qu'il y a un monsieur Abdel qui terrifie le ciel? Franchement. Vous restez sur ce Abdel? D'accord. Jusqu'au bout, le suspect s'accroche à sa version des faits. Impossible de le faire vaciller.
Marc doit mettre un terme à l'audition car la garde à vue touche à sa fin. À la deuxième audition, monsieur donc, a donné un peu plus d'éléments. Il est toujours resté sur sa version du fameux Abdel qui aide dans l'escroquerie. Mais bon, il a quand même reconnu récupérer une dizaine de ribes et toucher des commissions. En fait, le nommé Abdel qu'il a inventé, en fait, c'est lui. C'est le rôle qu'il a lui, voilà. C'est Abdel. Un seul et même homme. Les policiers en sont convaincus, mais ils n'auront pas eu le temps de le prouver. Après 5 semaines d'enquête, Marc contacte le parquet une dernière fois. Le procureur doit désormais décider des suites à donner à l'affaire. Oui, bonjour, je vous appelle concernant l'affaire. L'enquêteur va faire part des aveux partiels qu'il a obtenus. Et il espère bien convaincre le magistrat. Il finit par reconnaître qu'effectivement, il a ramassé une dizaine de ribes dans son entourage pour faire des crédits. Mais toute l'escroquerie de faire des faux crédits, c'est un prénommé Abdel qui tire les ficelles. Oui, je vois. En fait, il se décale d'un degré. C'est ça. Tout à fait. Mais face à la complexité du dossier, le procureur au téléphone va finalement décider d'ouvrir une information judiciaire. C'est désormais un juge d'instruction qui va diriger l'enquête. Merci. Merci. Et les enquêteurs vont devoir redoubler d'efforts pour tenter de retrouver le fameux Sylvain, le complice présumé du suspect. Sur demande du magistrat, on va inscrire monsieur au fichier des personnes recherchées. Il a un mandat de recherche pour l'interpeller et le confronter aux faits. L'équipe d'Aline en est convaincue. Même s'ils n'ont pas encore attrapé Sylvain, ils ont coincé le cerveau de toute l'affaire. Pour eux, l'essentiel du dossier est bouclé. Fantastique. Un dossier de plus de 1000 pages, rempli d'éléments à charge qui incriminent le mis en cause. On va être destinataire de la commission rogatoire. On n'a pas encore fini, mais on fera ce qu'il faut pour identifier les co-auteurs et pour que tout le monde rende des comptes à la justice. Voilà. Quelques heures plus tard, le suspect quitte sa cellule. Direction le palais de justice de Bobigny. Il va être déféré devant un juge d'instruction et repartira derrière les barreaux où il était déjà incarcéré en attendant la fin de l'enquête. Au total, l'homme et son complice auraient obtenu 25 ouvertures de crédit frauduleux pour plus de 289 000 €. Pour cette escroquerie, ils encourent 5 ans de prison et 375 000 € d'amende.